Cette année, j'ai changé l'intégralité de mon setup et parmi ces changements, j'ai retenu 4 périphériques qui ont vraiment bouleversé ma façon de jouer et de travailler. Parmi eux, mon écran WOLED, venant de l'IPS, ça a été un sacré bond en avant. En prime, je suis passé du 1440p à la 4K. Ensuite, j'ai changé mon micro, il a vraiment facilité ma création de contenu. J'ai aussi acheté un clavier All Effect pour les FPS compétitifs comme Overwatch. Mais ici, tout n'est pas parfait et vous allez le voir. L'audio n'est pas en reste puisque je suis passé sur des écouteurs IEM en remplacement de mon casque Beyerdynamics DT770 Pro pour les jeux compétitifs et FPS immersifs. Et pour finir, un périphérique bonus qui est aussi le sponsor de cette vidéo. Je l'utilise pas mal sur Discord et je pense que ça peut être un vrai atout si vous êtes un streamer. Ces 4 périphériques ont clairement amélioré mon confort en jeu, mais rien n'est parfait et c'est justement ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Attaquons directement avec l'écran puisque ça a été mon plus gros investissement. J'en avais fait une vidéo complète après 2 semaines d'utilisation, mais maintenant que j'ai plus de 1300 heures dessus, je peux vous faire un retour plus précis sur mon expérience à long terme. Pour remettre du contexte, je suis passé de mon écran KTC 27 pouces 1440p 300 Hz à cet écran Asus ROG XG32UCWMG qui est un écran WOLED de 32 pouces 4K 240 Hz équipé d'un dual mode 480 Hz en Full HD que j'ai en toute franchise jamais utilisé. Alors par rapport à tout ce que j'ai pu entendre sur la technologie OLED, je peux déjà vous dire que la luminosité est largement suffisante même dans une pièce bien éclairée comme dans mon bureau. Le soleil ne donne pas directement dessus mais j'ai une grande vitre et je mets la luminosité à 30% la majorité du temps, sauf pour les jeux très sombres, je pousse à 80% grand maximum. L'autre point est que c'est une dalle glossy et ici aussi je n'ai absolument pas à me plaindre. Sachez que c'est une dalle WOLED donc on n'a pas l'effet violet qu'on peut retrouver sur les écrans QD OLED lorsque la pièce est très éclairée. Le passage à OLED m'a vraiment énormément apporté pour tout ce qui est contraste et qualité des couleurs, même si mon écran KTC était un bon écran avec un contraste tout à fait satisfaisant pour de l'IPS, l'OLED c'est juste incomparable. Les jeux comme Overwatch sont encore plus vibrants et les environnements sombres dans Greyzone Warfare sont sublimés par le contraste infini. Il en va de même sur le plan de la fluidité. Lorsque je joue en 240 Hz, j'ai vraiment l'impression de regarder à travers une fenêtre et je peux vous dire que 240 Hz OLED paraît plus fluide que les 300 Hz avec mon IPS. L'autre aspect qui m'a pas mal changé la vie, c'est le passage à la 4K. Ironiquement, pas tant pour les jeux, même si le passage à 32 pouces apporte un vrai plus en termes d'immersion, mais c'est surtout au niveau de l'espace de travail que ça a tout changé. Pour bosser sur mes vidéos, coder ou encore faire de la 3D, le confort est inégalé et c'est pour moi plus agréable qu'avoir 2 écrans puisqu'on a tout directement en face des yeux et sans coupure. Par contre, tout n'est pas parfait non plus et une des reproches que je peux faire sur cet écran OLED et a priori c'est le souci sur la quasi-totalité des écrans OLED, c'est le flickering qu'on peut avoir. Autant en jeu, à part pendant l'écran de chargement, je n'ai pas eu de soucis, mais sur certaines applications comme Unity 3D, j'ai assez régulièrement du flickering. En gros, c'est un changement de luminosité dû au taux de rafraîchissement qui varie constamment. Ça peut être contourné en désactivant le VRR, mais il faut constamment penser à le réactiver lorsqu'on relance un jeu. Donc c'est assez pénible en soi. Après, rassurez-vous, ça ne concerne pas toutes les applications. Par exemple, Visual Studio Code, Blender ou encore DaVinci Resolve ne souffrent pas de ce souci. L'autre point que je tiens à souligner, c'est que j'ai dû changer mes habitudes par rapport à l'écran. Déjà, je l'éteins dès que je pars quelques minutes. Je pense aussi à modifier légèrement le placement de mes fenêtres de temps en temps, notamment quand je fais du traitement de texte sur Notion. Et pour finir, j'ai configuré la barre des tâches pour qu'elle se masque automatiquement, ce qui est globalement pas un souci pour moi, sauf quand j'utilise DaVinci Resolve qui a ses onglets de navigation en bas de l'interface. Du coup, je fais régulièrement réapparaître la barre des tâches sans faire exprès, ce qui est assez frustrant. Je ferai bientôt d'ailleurs une vidéo sur l'état de mon écran et notamment du burn-in, histoire de vous tenir informé sur l'usure de la dalle. Au passage, j'ai mis les liens de l'ensemble de mes périphériques en description. L'autre périphérique qui a eu plus d'impact qu'imaginé, c'est le micro. J'avais reçu un micro Fifine AMUT lors d'une collaboration avec la marque il y a quelques mois et depuis, je l'utilise tous les jours. Je précise que c'est pas sponsorisé, j'ai juste décidé de remplacer mon précédent micro par celui-là. C'est le micro que j'utilise pour l'ensemble de mes vidéos, mais aussi lorsque je joue. Avant, j'avais le Tonor Q9, qui est un micro entrée de gamme très correct, mais le micro Fifine a plusieurs points forts. Déjà, il capte le son par le dessus, ce qui fait que lorsque je suis en face caméra, il n'est pas devant ma bouche, donc il s'intègre mieux en vidéo. Une autre de ses qualités, c'est le potentiomètre pour régler le volume. Le Tonor avait 2 boutons qui permettaient de régler aussi le volume du micro, mais c'était logiciel, et dès qu'on branchait le micro
micro à un autre périphérique, le réglage était à refaire. Personnellement, j'enregistre mes vidéos sur le PC et aussi via mon iPad Pro. Avec le micro Fifine, le potentiomètre assure exactement le même gain, peu importe le périphérique sur lequel il est branché. Ça me facilite vraiment la vie lorsque j'enregistre mes vidéos puisque j'ai une vraie constance au niveau du gain entre les enregistrements. Du coup, je ne perds plus mon temps à normaliser le gain entre les différentes sources d'enregistrement, ce qui me fait gagner un temps précieux lors du montage. Le dernier point super pratique, c'est le bouton mute directement sur le micro. C'est particulièrement pratique lorsque je joue et que je suis sur Discord parce que je peux mute le micro sans avoir à ouvrir l'interface Discord. En prime, le micro était livré avec un bras plutôt ferme, ce qui est pratique parce que le micro reste bien en place. Un autre point fort, c'est la longueur du câble, ce qui me permet de ranger le micro sur le côté du bureau quand je ne l'utilise pas sans pour autant avoir besoin de tout débrancher. Parlons maintenant du clavier, j'ai acheté un clavier Hall Effect style Wooting mais beaucoup moins cher en remplacement de mon clavier Roccat Vulcan TKL. Je me suis tourné vers la marque Royal Clutch car c'est des claviers qui sont très populaires sur Amazon. Je me suis donc dit que ça valait le coup de le tester, surtout qu'ils ont beaucoup de choix en termes de clavier mécanique, format, switch, etc. Je suis parti sur le Royal Clutch C61 HE qui est au format 60% AZERTY avec rapid trigger, pulling rate à 8000 MHz et un hot swap. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien globalement, il dispose de la même technologie que les claviers Wooting. On peut définir le point d'activation par touche, mais aussi le comportement lorsqu'on relâche la touche. C'est ce qu'on appelle le rapid trigger. Contrairement au clavier mécanique standard qui nécessite de relâcher entièrement la touche pour stopper son action, avec un clavier Hall Effect rapid trigger, on peut définir à partir de combien de millimètres on considère que la touche est inactive. L'intérêt est principalement dans les jeux compétitifs car ça permet de straffer beaucoup plus vite. Le pulling rate, c'est le nombre d'informations par seconde que peut envoyer le clavier. 8000 Hz, c'est purement marketing et concrètement inutile car envoyer 8000 informations par seconde au PC ne vous rendra pas plus réactif. Je trouve que 1000 Hz est déjà énorme et certainement largement suffisant. Pour revenir spécifiquement à ce clavier, le toucher est agréable et les touches sont bien espacées, ni trop proches ni trop éloignées. Ça se traduit par beaucoup moins de fautes de frappe avec ce clavier comparé à mon Roccat Vulcan TKL. Il est aussi bien plus silencieux et entre nous, c'est un vrai plaisir à utiliser. Les touches sont stables, y compris la barre d'espace qui est un vrai plus. En jeu, c'est super agréable et réactif, notamment sur Overwatch, où le strafe est particulièrement important pour être difficile à viser. Par contre, pour les aspects négatifs, il y a des choses à dire, et commençons par ce qui m'a le plus dérangé, le driver. En fait, c'est simple, il n'y en a pas, enfin, je m'explique, il n'y a pas de logiciel installé sur le PC pour configurer le clavier, tout se fait via un driver web, via votre navigateur, donc ce qui pose problème, c'est qu'on est obligé d'avoir une connexion internet pour pouvoir y accéder. L'autre problème, c'est que si la page web est down, on ne peut pas configurer son clavier. Donc si demain Royal Clutch cool, on a un clavier inutilisable. Je dis pas que ça va arriver, mais c'est un élément à garder en tête. Sur le plan esthétique, le clavier est plutôt sobre avec du RGB désactivable. Par contre, la typo n'est pas incroyable. Le E accent aigu sur la touche entrée ne semble pas avoir la même police d'écriture. Bref, ça fait un peu cheap à ce niveau-là. Un autre point d'attention, et ici c'est purement personnel, le format du clavier, c'est du 60% et c'est un format que je trouve personnellement situationnel. Grosso modo, pour du FPS, c'est pas un souci, c'est même plutôt un avantage parce que ça prend moins de place sur le bureau. Par contre, pour des jeux qui nécessitent pas mal de touches raccourcies, comme des MMO ou des FPS tactiques, eh bien, on est vite limité. On n'a pas de touches fonction, donc de F1, F2, F3, etc. Enfin, si elles existent, mais il faut faire une combinaison de touches pour y accéder, donc autant vous dire qu'en jeu, c'est pas vraiment exploitable. Et pour ce qui est du code et traitement de texte, c'est rapidement compliqué. Si, comme moi, vous utilisez exclusivement le clavier pour vous déplacer dans le texte, avec notamment le raccourci CTRL plus les flèches directionnelles qui permettent de vous déplacer de mot en mot pour aller plus vite. Une fois habitué, c'est souvent bien plus rapide que prendre la souris. Bref, je voulais souligner cet aspect si vous ne connaissez pas déjà le format 60% et si vous faites du code aussi. C'est pas impossible à utiliser, mais ça nécessite clairement de s'habituer et dans tous les cas, ça sera toujours moins efficace qu'un format 75% comme mon Roccat Vulcan TKL. Du coup, j'utilise mon clavier
clavier C61 HE principalement sur Overwatch et Grayzone Warfare, mais pour d'autres jeux comme Guild Wars 2, je rebranche mon clavier Roccat. Allez, passons maintenant au sponsor de cette vidéo. La vidéo est sponsorisée par HubSpot et sa caméra Tiny 3. C'est une webcam 4K parfaite pour se lancer dans du streaming sur Twitch ou YouTube. Vous pouvez bien entendu l'utiliser aussi pour des réunions professionnelles ou du podcast. Elle est équipée d'un capteur CMOS capable de filmer en 4K 30 fps et 1080p 120 fps pour ceux qui auraient besoin de faire des ralentis. Elle est équipée d'un système de tracking assisté par intelligence artificielle qui permet de vous suivre ou de suivre votre main grâce à son système motorisé PTZ. Vous pouvez la connecter à votre PC en USB-C ou USB-A via l'adaptateur fourni. Un autre de ses points forts, c'est son système de capture audio puisqu'elle est équipée de 3 micros. Un micro omnidirectionnel, donc qui capte le son dans l'ensemble de la pièce, et 2 micros directionnels qui servent à capter le son parasite pour permettre d'isoler votre voix dans un environnement bruyant ou avec de la réverbération. Vous pouvez aussi connecter le micro externe HubSpot Vox pour avoir plus de flexibilité sur l'enregistrement de votre audio. Je vous propose ici un rapide test de tracking et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de souci, que ce soit pour le tracking de visage mais aussi le tracking de main qui est assez bluffant de stabilité. La caméra est aussi capable de traquer les objets pour ceux qui voudraient faire de l'unboxing sur Twitch par exemple. Notez que l'image est de bonne qualité au vu des conditions, je suis complètement à contre-jour et pourtant je suis bien exposé. À titre personnel, je l'utilise principalement sur Discord avec les potes et aussi pour les réunions professionnelles. Un autre de ses points forts, c'est sa taille. Elle est minuscule et pour le coup ne prend pas de place au-dessus de l'écran. Quand elle n'est pas utilisée, elle se rétracte automatiquement pour assurer une parfaite confidentialité. HubSpot propose son logiciel HubSpot Center pour paramétrer et piloter la caméra. On peut par exemple définir les différents réglages de capture audio parmi 4K, 1080p, 720p, le niveau d'exposition entre automatique et manuel. En manuel, on peut définir l'ISO et la vitesse d'obturation. On peut bien entendu piloter le PTZ de la caméra avec HubSpot Center. Vous retrouverez l'ensemble des liens en description. Je remercie HubSpot pour avoir sponsorisé cette vidéo. Ok, et on termine par mes écouteurs IEM Sennheiser IE 100 Pro que j'ai acheté il y a un peu plus d'un mois parce que je voulais tester des écouteurs qui pourraient proposer une excellente spatialisation du son. L'objectif était de remplacer mon casque Beyerdynamics DT770 Pro qui est un excellent casque en soi, surtout pour l'écoute de musique et le monitoring audio, et il fait très bien le job pour les jeux aussi, mais pour les FPS compétitifs ou immersifs, je me suis dit qu'on pouvait avoir encore un petit peu mieux. C'est ce qui m'a poussé à me tourner vers des IEM. Je voulais me tourner vers des écouteurs d'une marque reconnue tout de même parce que j'attache une importance à la musique, donc je voulais les utiliser aussi pour ça. Alors déjà pour les points positifs, le confort, c'est simple, je peux les porter toute la journée sans avoir la moindre gêne, et attention, le DT770 Pro est déjà un casque très confortable. Et l'avantage des IEM, c'est évidemment qu'il n'englobe pas l'oreille et donc on n'a pas cet effet de chaud autour des oreilles après plusieurs heures. Ils isolent aussi plutôt bien le son extérieur sans pour autant avoir l'impression d'avoir la tête sous l'eau comme c'est le cas avec certains écouteurs intra-auriculaires. Bref, sur ce plan, c'est parfait et j'ai vraiment aucune reproche à avoir. Ça permet aussi de préserver ses oreilles puisqu'on a tendance à mettre le son moins fort avec ce type d'écouteurs. Au niveau de la qualité de fabrication, il n'y a rien de particulier à redire. On peut débrancher les fils, donc si un jour vous avez un souci avec le câble, vous pouvez le remplacer. Par contre, il y a un point qui m'a vraiment cassé les pieds, c'est la longueur du câble. On est sur un câble d'1m30, je trouve ça vraiment trop peu. Mon Beyerdynamics a un câble de plusieurs mètres, ce qui me permet de me déplacer dans le bureau sans avoir à retirer le casque systématiquement. Avec ces IEM, je suis obligé de les retirer à chaque fois que je me lève et les remettre dans les oreilles prend beaucoup plus de temps comparé à un casque. Donc c'est vraiment un gros point négatif à mon goût. Alors on peut régler le problème en achetant une rallonge, mais c'est pas l'idéal non plus. Pour ce qui est de la qualité de son, j'ai été au début très déçu. J'ai branché ces IEM sur la sortie jack de ma tour Cooler Master NR200P et le son était atroce. Ça manquait clairement de basse et de manière générale, le son était vraiment brouillon. J'ai donc décidé de les brancher directement sur la carte mère et ça a résolu le souci. Toutefois, j'avais toujours eu une impression étrange de son un peu brouillon comparé à mon DT770 Pro. C'est difficile à expliquer, mais dans certaines circonstances, le son manquait clairement de clarté. C'est finalement en les branchant sur la carte son externe que les Sennheiser IE 100 Pro se sont révélés bien meilleurs. Le son était parfaitement clair et le spectre sonore bien mieux défini. Pour information, j'ai vérifié les réglages dans Windows et j'avais exactement les mêmes paramètres entre la carte son externe et la carte son interne. Donc aucune option d'activer, pas de spatialisation logicielle ou autre. Donc l'explication la plus probable et la plus évidente est la différence de qualité.
combiner entre le DAC de ma carte son externe et celui de la carte son interne. En jeu, le son est très bon, avec de bons impacts lorsqu'on tire et surtout une spatialisation beaucoup plus fine comparée à mon DT770 Pro, ce qui permet d'avoir une bien meilleure compréhension de la position des ennemis en jeu grâce au son. Entre nous, j'avais pas à me plaindre non plus du DT770 Pro, mais je dois bien avouer que ces IEM poussent la barre un poil plus haut en termes d'immersion. Au niveau du prix, par contre, je les trouve un peu chers. 85 €, ce n'est pas non plus anodin. Je sais qu'il existe d'autres IEM, notamment chinois, qui ont une bonne réputation, mais je n'ai pas pu les tester, donc je peux pas vous donner mon avis. Voilà pour le tour de mon setup. Maintenant, si je devais faire un classement, je dirais que ce qui est le plus game changer, c'est l'écran. Le passage à l'OLED, c'est vraiment quelque chose. Ensuite, je placerai l'IEM pour l'immersion. C'est clairement identifiable comparé au casque et ça apporte un réel plus en jeu, notamment sur les FPS compétitifs et immersifs. Je placerai en avant-dernière position le clavier. Personnellement, pas tant pour la technologie Hall Effect, parce que je suis pas vraiment un joueur compétitif hardcore, mais plutôt pour le plaisir de frappe. Le toucher est vraiment agréable et donnerait presque envie d'explorer d'autres claviers mécaniques. En dernière position, je placerai le micro, même si pour moi il est hyper important pour le travail, ça l'est beaucoup moins pour la partie gaming, donc c'est pour cette raison que je le place à la dernière position. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre périphérique préféré de votre setup. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour me soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao!